Nous vous remercions beaucoup d'être ici. Votre présence massive et généreuse et républicaine à ce débat, à la conférence débat du ministre Nzo Mathias, nous honore de beaucoup. Mais nous voulions aussi éventuellement vous dire pardon parce que nous commençons cette conférence en retard. Le programme de notre conférence est simple. Vous connaissez le thème général qui s'intitule du respect de la Constitution du 20 janvier 2002 à l'alternance démocratique, esquisse d'une solution de crise. Le programme donc se déroulera de la manière suivante. Je donnerai la parole au docteur Lubelo qui va nous lire le mot introductif. Il mettra en perspective l'itinéraire militant, politique et patriotique du ministre Nzo Mathias. Après ce mot introductif, je donnerai la parole au conférencier qui va donc réfléchir sur le thème précité tout à l'heure. Il mettra donc en perspective là aussi sa pensée politique, ses options, ses propositions, ses choix de société. Et donc ça sera le moment de la vérité pendant cette intervention. Après cette intervention, nous ouvrirons une liste de 10 personnes qui doivent intervenir, une première liste. La démarche, elle est volontaire. Celui qui veut intervenir lève la main, on écrit son nom, et à la fin de 10 noms, nous n'aurons pas 11, mais nous aurons 10. Nous allons encore faire un récapitulatif pour indiquer qui est dans la liste, qui n'est pas dans la liste. Après, le ministre fera une synthèse générale des interventions. Si nous sommes disciplinés, il y aura une deuxième liste. Toujours la même procédure. À la fin de ces listes, le ministre fera une conclusion générale où il indiquera une fois de plus, d'une façon claire et concise, sa pensée et surtout son message à l'endroit de la diaspora et des forces patriotiques du Congo. Après, nous déclarerons la fin de cette conférence débat. Nous annoncerons éventuellement le départ de cette salle du ministre Nzo Mathias. Il y aura après un peu de l'amitié, de l'unité nationale et de la fraternité républicaine. Donc je vous remercie infiniment. Vous êtes responsables, soyons disciplinés. Cette conférence débat se raccorde avec tout le mouvement patriotique à l'heure actuelle. Vous avez entendu, vous qui êtes dans la diaspora, les assises, etc. Nous sommes dans ce combat-là. Merci. Vous vous demandez, et je serai bref, qui sont ces messieurs qui entourent Nzo Mathias. Nous avons Lubelo, qui est un militant associatif. C'est lui donc qui va introduire le mot introductif. Nous avons Itoa, qui est le président de l'UPRN, l'Union patriotique pour le renouveau national. Il est là pour assurer le secrétariat de cette conférence débat. Vous avez moi-même, Sébastien Machongo, je suis membre de la direction de la Fédération UPADES France que dirige le ministre Mariotti Wabari Joseph. Je donne donc la parole à M. Lubelo, à qui je vous demande de l'applaudir. Voilà. Allô? Vous m'entendez là? Allô? Bien, en tout cas, bonjour à tout le monde et merci. Mesdames, Messieurs, chers amis de la diaspora, vous remercions d'avoir répondu massivement à l'invitation qui vous est faite de prendre part à la rencontre de ce jour. Je voudrais en quelques mots vous présenter, comme il est de coutume, votre interlocuteur, M. Mathias Nzo. Ancien président de l'Association des étudiants congolais en France, l'AEC, la célèbre AEC, ancien vice-président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, la célèbre FEANF. M. Mathias Nzo est rentré dans la vie politique active au Congo à la faveur de la conférence nationale souverain en 1991.
En effet, pour prendre part à cette retrouvaille de la nation congolaise, il crée avec d'autres patriotes l'UPRN, parti qui propose sa candidature au poste de Premier ministre de transition. Il fait partie et soutient les forces de changement à la conférence nationale souveraine. Avec l'UPRN, M. Mathias Nzong est toujours disponible à tous les rendez-vous patriotiques dans notre pays, le Congo. Mesdames, Messieurs, chers amis, après la guerre fratricide de 1997, il participe au gouvernement de transition jusqu'en août 2002. Dans le cadre du partenariat au sein des Forces démocratiques unies, FDU, dont l'UPRN était membre depuis leur création. La dissolution des FDU, pour divergences profondes sur la politique, amène l'UPRN, donc le parti, à construire davantage son projet politique national. C'est donc un acteur politique engagé, en responsable de l'opposition réelle que M. Mathias Nzong, ici présent, aujourd'hui premier secrétaire de l'UPRN, président de la ARD et membre du collège de président du collectif du 17, groupement dont il assure la présidence du comité restreint. Choisit de s'adresser à nous tous ici présents, Congolais de France et d'Europe, sur le thème suivant: du respect de la Constitution du 20 janvier 2002 à l'alternance au Congo pour ravir notre pays, esquisse d'une solution de sortie de crise, car il y a bien crise au Congo. Voilà brièvement présenté l'homme politique qu'est M. Mathias Nzong, ici présent. Merci. Vous êtes maintenant au courant de l'itinéraire politique et militant du ministre Nzong Mathias. Monsieur le ministre, la reine des idées est à vous. Devant vous, vous avez vos juges de paix, vos contradicteurs, également la communauté internationale, les amis du Congo et notre peuple qui vous regarde. On veut savoir quelle est votre pensée profonde aujourd'hui pour notre pays, pour nous sortir de la situation actuelle. Car vous disiez autrefois que le Congo doit être uni, pacifié, fraternel et prospère. Nous aimerions en effet écouter cette pensée. Merci. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Bien, chers amis, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vois que le Congo existe encore, ici en France. Ce n'est pas par nostalgie, parce que cette place de Paris m'est connue depuis des années. Mais je suis vraiment content et fier aussi que vous soyez venus écouter le mot d'un opposant congolais. D'un opposant congolais. Et surtout que l'actualité le commande. Et le thème s'applique très bien, du respect de la Constitution du 20 janvier 2002 à l'alternance, esquisse d'une sortie de crise. C'est très important. C'est très important parce que c'est l'actualité. Vous savez que notre pays est en crise depuis 2002. Premier élément de la crise, au sortir de la guerre, c'est d'abord le système électoral. C'est un système mafieux qui a bloqué le pays au plan politique. Donc, première crise, c'est la crise politique. Notre pays est bloqué parce qu'on ne trouve pas d'issue politiquement où est-ce qu'il faut aller. Donc, premier élément de la crise. Je ne voudrais pas rentrer vraiment dans les détails, vous le savez. Vous savez que dans notre pays, depuis 2002, les élections sont truquées. Nous ne connaissons pas aujourd'hui quel est le vrai corps électoral de notre pays. On ne connaît pas. En 2002, on n'a pas fait un vrai recensement pour connaître le corps électoral. Et depuis, on n'a pas fait. Le découpage électoral a été fait de façon tout à fait mafieuse également.
On n'a pas respecté les critères internationaux, qui est le premier critère, c'est le critère démographique. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez les zones moins peuplées dans notre pays, qui ont plus de députés que les zones peuplées. Je vous prends seulement 2 exemples. Regardez la ville de Nkayi. 71 000 habitants, il y a 1 député. Quand vous prenez la ville de Olombo, 21 000 habitants, 2 députés. Est-ce que c'est acceptable? Ce n'est pas normal. Le découpage que nous avons fait en 1991, au sortir de la conférence nationale, c'était celui-là qui respectait les critères internationaux. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi. Deuxièmement, pour être élu, si vous n'êtes pas sur la liste du PCT ou toléré par le PCT, vous ne pouvez pas être élu député. Donc les députés sont nommés. Je vous donne un exemple vivant. Moi qui suis devant vous, j'ai gagné l'élection à 87%, mais celui qui a eu 13% a été proclamé élu. Vous voyez, ce n'est pas bon dans notre pays. Donc le système électoral est mafieux. Il y a eu des fausses concertations à Evo, à Brazzaville, Evo et à Dolisie pour tenter d'apporter une solution. Mais le système demeure bloqué. En 2013, il y a eu un recensement administratif spécial, mais le recensement administratif spécial fait en 2013 n'a pas enrôlé plus de 30% des électeurs effectifs congolais. Alors d'où viennent les électeurs? Ce sont les étrangers, c'est les électeurs fictifs, les morts. Et regardez Brazzaville, nous avons beaucoup de zones inhabitées, mais ces zones aujourd'hui ont été peuplées par des électeurs fictifs. Donc il y a un système mafieux qu'il faut reprendre. C'est la raison pour laquelle nous demandons, pour sortir de cette crise, il faut annuler ce recensement administratif spécial. Il faut l'annuler purement et simplement. Et cette crise politique aujourd'hui prend de l'ampleur, pourquoi? Parce que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dit qu'il n'a pas fini. Après 30 ans de pouvoir et un résultat négatif, il veut s'attribuer un 3e mandat parce qu'il est né pour être président de la République du Congo. Vous là, personne ici ne peut être président de la République du Congo. Il n'y a que lui. Voilà le 2e blocage qui fait que la situation au Congo est difficile. Je reviendrai au niveau de la sortie de crise. La 2e crise, c'est la situation économique. Mais notre pays n'a qu'un seul produit, c'est le pétrole. Nous produisons du pétrole. On était à 120 millions de barils de pétrole. Cette année, 2014, nous allons produire 98 millions de barils. Il y a une légère contraction, mais une augmentation par rapport à 2013, puisqu'en 2013, le Congo n'a produit que 95 millions de barils de pétrole. Mais malgré ça, nous sommes 4 millions d'habitants. Et si on veut affiner les chiffres, on arrive à 4 300 000 habitants pour des ressources importantes. Depuis une dizaine d'années, le budget du Congo dégage des excédents importants. En 2013, nous avions un budget de 4 087 milliards de francs CFA, avec un excédent de plus de 1000 milliards de francs CFA. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Le budget du Congo n'a pas été exécuté totalement, il a été exécuté à presque 60%. Il manque 40% qui doivent être justifiés. Où est parti cet argent? Et les excédents? Cette année, on a fait un budget 2014 de 4 157 milliards de francs CFA, avec un excédent de plus de 1000 milliards. Mais vous avez suivi à la radio et à la télévision, l'Assemblée nationale s'est réunie pour élaborer un collectif budgétaire qui contracte le budget de 300 milliards. Raison officielle évoquée, diminution de la production pétrolière. C'est ridicule, puisque la production cette année sera plus importante que l'année dernière. On ne devait pas expliquer. Au contraire, le budget devait être en augmentation. Mais pourquoi on le contracte? Mais à cause des sorties, du gaspillage d'argent à travers les opérations absolument sans queue ni tête, qu'on baptise pompeusement les municipalisations accélérées. Nous sommes tous les Congolais, vous savez ce que c'est. Moi, j'ai toujours été contre les municipalisations accélérées, parce que ça n'a aucun sens. Je vous prends quelques exemples. Dans la cuvette ouest, on a sorti 350 milliards de francs CFA. Allez regarder dans la cuvette ouest, est-ce qu'on a dépensé 350 milliards? Qu'est-ce qu'on a construit dans la cuvette ouest? La résidence du président Sassou Nguesso, l'hôtel du préfet,
le tribunal, et puis la route où on fait le défilé. On a mis quelques petits trucs pour les ampoules qui s'allument à travers la ville. Mais la crise, la misère s'est élargie. Qu'est-ce qu'on a fait des 350 milliards? L'administration s'est dit, c'est pas ça. C'est pour que le département, dans son ensemble, puisse avoir des bénéfices d'une action gouvernementale. Rien. Vous prenez le pool, 530 milliards de francs CFA de budget prévu. Qu'est-ce qu'on a fait dans le pool? On a construit la résidence du président Sassou, l'hôtel de la préfecture, on a construit l'héliport, là où il va se poser avec ses hôtes, et là où on a fait le défilé après ça. Les gens continuent à souffrir de faim. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a fait un tour cet été à Tinkala. Mais la faim demeurait la même. Ça n'a pas changé. Prenez les plateaux. 450 milliards de francs CFA. Mais demandez aux gens qui ont été à Djambara. On a créé un stade de football, la résidence de Sassou. Et exactement la même situation. Il s'est vanté dans son dernier rapport, dans son discours à la nation, qu'il a construit 12 aéroports. Mais qui servent à quoi? Dites-moi, il y a combien de gens qui prennent l'avion pour aller dans chaque lieu de département? Est-ce qu'il y en a? L'herbe pousse. Même l'aéroport de Lombo. Si lui n'allait pas au Yo, il n'y aurait pas de passagers au Lombo. Où on a mis plus de 160 milliards dans cet aéroport. Ça n'a servi strictement à rien. Donc voilà le gaspillage qui fait qu'on parle de développement. Et quand il parle, il dit oui, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu développement. Il n'y a rien, strictement rien. Ce que nous voulons, c'est ce qu'on appelle l'économie qui pousse l'économie. C'est-à-dire qui crée les emplois, qui crée la richesse nationale et qui permet au pays de se retrouver, de changer de cap. Jusqu'à aujourd'hui, après 30 ans, rien du tout. Donc il y a crise économique. Alors qu'est-ce que nous faisons de notre argent? Plus grave, cet argent n'est pas au Congo. Vous pouvez vérifier dans toutes les banques du Congo, et moi je suis banquier de profession, c'est vrai, je vous dis, donc je le fais, je le vérifie. De 2003 à 2013, nous devrions avoir amassé dans les comptes d'excédent plus de 13 000 milliards de francs CFA. Mais vous allez à la Banque centrale, le compte qui a été ouvert à l'époque, par moi-même, j'ai ouvert un compte qu'on appelait le compte de stabilisation budgétaire. On vient de changer de nom parce que j'avais donné le solde. On appelle maintenant le compte de réserve pour génération future. Il y a moins de 1200 milliards sur 13 000. Alors la différence calculée, elle est partie où? La différence est partie où? Elle est quelque part, mais elle n'est pas au Congo. Ça, je peux vous affirmer. Regardez dans toutes les banques. Cet argent ne s'y trouve pas. Bon, mais les restes budgétaires, c'est-à-dire le sol non exécutif de nos budgets, l'argent est où? Et même, lorsqu'on prend l'argent doit être au trésor, on devait retrouver ça à la Banque centrale. Il n'y a rien du tout. Plus grosse bêtise, les gens qui ont fait des importations, comme on peut le dire ici, là, le président s'assoit à une banque personnelle qu'on appelle la SCB. Vous savez pourquoi? Il a plus de 75% du capital de cette banque-là. Le ministre des Finances a pris la décision que désormais, pour payer les impôts, pour payer la douane, il faut aller payer dans cette banque-là. Donc le trésor n'est plus le banquier de l'État. Le banquier de l'État, ça devient cette banque-là. Et en décembre, le ministre des Finances délivre un quitus, sans vérification aucune de l'utilisation des fonds. C'est ça qui crée les tensions de trésorerie au trésor. De sorte que même au mois de juin dernier, il y a eu des difficultés à payer les fonctionnaires. C'est même parce que la banque, il n'y a pas de liquidité à cause de ces systèmes. Donc il y a une crise économique grave. Alors, si l'économie ne marche pas, mais effectivement, il ne peut y avoir qu'une crise sociale. La crise sociale est encore plus importante. Vous connaissez l'opération, vous avez vu, j'ai vu là qu'on a augmenté dans son discours, qu'on a augmenté la valeur du point indiciaire qui va arriver à 300. 300 francs, c'est pas 300 francs, je crois, CFA, par point, mais on a baissé en même temps le nombre de points de 150 à 200 points de contraction sur l'indice du fonctionnaire. Alors, quelle est l'augmentation de points? Quelle est la valeur du point indiciaire? Si vous augmentez à 300, et vous baissez encore le nombre de points de 200 ou de 150, qu'est-ce que le fonctionnaire garde? Quel souvenir peut-il garder?
Il n'y a strictement rien, il y a une crise grave au niveau de la société. Le pouvoir d'achat des Congolais, allez à Brazzaville, aujourd'hui, il y a encore la majorité des ménages, il y a des, nos mamans qui vont au marché parfois avec 500 francs CFA. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 500 francs CFA? Rien du tout. Et quand vous allez à l'hôpital, on vous donne une ordonnance de 50 000 francs. Qu'est-ce que vous pouvez acheter avec ça? Et nous, les hommes qui souffrons parfois d'une maladie qu'on appelle la prostate, là, le coût moyen d'une opération de prostate au Congo, c'est 450 000 francs CFA. Alors prenez un paysan qui n'atteint pas 10 000 francs de francs CFA de budget annuel. Il va faire une opération de 450 000. Vous l'envoyez à la mort. Il ne peut que mourir. Au point où maintenant on imagine que le petit féticheur, le sorcier, le guérisseur de la place, il peut aller, en ce moment-là, se faire opérer. Moi j'ai vu quelqu'un qui avait une pointe d'hernie. Il buvait des tisanes. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as comme maladie? Un politique, hein? Qu'est-ce que tu as comme maladie? Ah, président, moi, j'ai une pointe d'hernie, mais va te faire opérer, c'est rien ça. On enlève ça facilement. Je dis, oh, mais tu as vraiment, tu m'envoies m'opérer? Qu'est-ce que je vais? Oui, je n'ai pas d'argent. Voyez la situation. Et ceux qui connaissent le CHU de Brazzaville, faites un tour. Vous appelez quelqu'un, allez me filmer la morgue. Le jour où il y a des obsèques qui rentrent à la morgue avec le téléphone, on peut filmer. Vous verrez que toutes les armoires frigorifiques sont pleines, toute la salle, les corps sont par terre, et vous avez les gens qui viennent attendre, debout. Et lorsqu'il y a un corps qui sort, on graisse la main au travailleur du CHU pour mettre votre corps dans le frigo. Vérifiez vous-même ce que je vous dis. Donc il y a une crise sociale grave. Donc la santé, la santé, ça ne marche pas. Mais quant à l'école, même au temps colonial, quand nous allions à l'école coloniale, ce n'était pas comme ça. Le niveau a baissé. Pourquoi il a baissé? Parce qu'il n'y a pas d'école. On vous parle des écoles. Moi j'ai entendu parler l'autre jour, j'ai lu le discours de Sassou, il disait qu'il y a des écoles. Mais l'école n'existe pas dans notre pays. Les enfants sont à même le sol. Un pays forestier comme le nôtre, il n'y a pas de banc à l'école. Mais allez-y à l'université Marien Ngouabi. On paye un Rwandais, on lui donne un Rwandais 5 000 francs ou 4 000 francs, on donne un Zaïwa. Il va à l'université à 4 h du matin, à l'amphithéâtre. Il s'assied sur un banc, vous avez cours à 8 h ou à 9 h, et quand vous arrivez, il se lève et vous laisse la place pour suivre le cours. Il est sorti. Il a fait son travail. Vous vous rendez compte, c'est quelle université? Cette université, en 2007, avait 3 000 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000 étudiants. 20 000 étudiants, aucune structure supplémentaire. Comment imaginons-nous que les élèves, les étudiants font cours dans cette université? Et c'est le temps qu'on choisit pour aller à Kintele construire l'université déjà baptisée Université Denis Sassou Nguesso. Mais Sassou n'est pas mort. Il est là en vie, on construit l'université, il a déjà donné son nom. Est-ce que c'est normal? Même du point de vue personnel, moralement, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Et c'est l'université qu'on construit à Kintele. Il n'y a pas de transport dans Brazzaville. Vous voyez, je vous raconte une petite anecdote. Au Congo, maintenant, il y a deux phénomènes qui sont apparus. Aujourd'hui, ceux qui viennent de Brazzaville peuvent vous dire, les gens achètent des petits terrains à des prix faramineux. Vous avez votre partenaire, on dit, on veut acheter. Vous dites, ce qui coûte 2 millions, vous dites, donnez-moi 100 millions, vous payez cash sans compter. Eh bien oui, parce que l'argent, les Européens ne veulent plus recevoir ça ici. Qu'est-ce que vous allez en faire? Il faut recycler comme ça. Vous venez devant ma maison, là où j'habite. Là où j'habite, j'avais négocié un terrain pour un de mes petits frères là. Mais il a construit une maison je crois que ça lui a coûté pas plus de 200 millions, mais il a vendu à 3 milliards et demi. Ça a été payé cash. Ah oui! Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ceux qui connaissent Brazzaville, dans ma rue là, vous voyez, après Kojemo, avant d'arriver à la clinique Kojemo, vous avez une maison en construction là. Ce terrain-là a été vendu à 300 millions. Mais celui qui a acheté à 300 millions a revendu à 1 milliard. Ça a été payé cash. Vous voyez comment on blague avec l'argent pendant que il y a une crise grave dans le pays. On ne peut pas continuer comme ça, les Congolais en ont marre. Les Congolais en ont marre.
Il faut un changement de politique. Alors, comment arriver au changement de politique? Sassou dit, je veux un troisième mandat. Mais est-ce que les Congolais veulent un troisième mandat de Sassou? Moi, j'ai proposé un sondage international. J'ai dit, écoutez, si nous voulons connaître la vérité, faisons venir un cabinet de réputation internationale faire un sondage. Vous verrez qu'il y aura plus de 99% des Congolais qui diront non, qu'ils partent. Je suis même sûr, dans la propre famille de Sassou, ils seront plus de 60% à dire non, on arrête. Mais vous avez vu l'expérience. En 2009, quand nous avons lancé le mot d'ordre, ne partez pas voter, il y a eu 95% d'abstention. Aux dernières élections législatives, il y a eu 86% d'abstention. Et de 2012, là, 86% d'abstention. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les Congolais ne veulent plus voter, parce qu'ils ne veulent plus voir Denis Sassou Nguesso là. Non seulement l'homme politique, mais y compris l'homme humain, lui-même, en chair, qu'on ne veut plus voir. Voilà la situation qui prévaut dans notre pays. Alors là, il propose qu'il faut aller au troisième mandat. Mais la Constitution de lui interdit. Il pensait qu'en disant, il allait le faire. Et comme solution, il proposait qu'on révise la Constitution. Réviser la Constitution. Quelles sont les matières? C'est prévu à l'article 86. L'article 86 prévoit des matières sur lesquelles la révision constitutionnelle est possible. Si quelqu'un a une constitution, il peut regarder, vous voyez les matières. Mais là, le titre 18, 180, les articles 185, 148, 187 en déterminent les modalités. Et c'est là qu'il est bloqué. Parce que l'article 185 alinéa 3 dit non, monsieur, sur le nombre de mandats, on ne peut pas modifier l'article 58, qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct, il est rééligible une seule fois. Et l'article 185 alinéa 3 dit c'est ça, on ne peut pas modifier ça. Tu as un premier mandat, deuxième mandat, après c'est fini, il faut partir. Et c'est ce que le Congolais demande à Denis Sassou Nguesso. Tu as fait 2 mandats, c'est terminé. Le 14 août 2016, à 14 h, moi je donne l'heure, il faut qu'il parte. Et c'est ça l'ordre constitutionnel. À lui, il dit non, et il veut modifier. Il a consulté ses juristes qui lui ont dit non, monsieur le président, on ne peut pas. À la seule solution, il faut changer de constitution. Mais changer de constitution. J'ai suivi un professeur de l'université Marien Ngouabi, je crois un doyen de la faculté du droit, dire que la commission avait atteint, le cycle était terminé. Le cycle était, moi j'ai réuni 250 étudiants à l'université Marien Ngouabi pour leur dire il faut que vous refusiez, chassez ce monsieur-là, il ne peut pas être professeur de droit. Il n'y a pas de fin de cycle en matière constitutionnelle. Il n'y a pas de cycle en matière constitutionnelle. Sinon, les Américains auraient déjà dépassé leur cycle. Les Français. Il y a des vieilles constitutions. Même quand ils se comparent à Merkel, là. Mais la constitution allemande date de 1948. 49. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas sérieux. Ah, il faut changer de constitution. D'accord. Moi j'ai écrit. Vous voulez changer de constitution? C'est bien. On peut. Mais alors il faut assumer les conséquences. Si vous voulez qu'on change de constitution, monsieur Sassou, vous devez démissionner. Démissionner, mais bien sûr, puisque toutes les institutions attachées à la constitution doivent échouer. Il doit démissionner. Et la classe politique, la société civile, les personnalités indépendantes, vous venez et nous mettons en place une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante va désigner un président intérimaire qui va former un gouvernement où on ne parlera plus de l'Assemblée actuelle, ni du Sénat actuel, ni de la Cour constitutionnelle. Tiens, tout ça tombe. Et c'est ça qui va constituer le socle de la préparation des élections générales et de la sortie de crise. J'ai écrit, quand il a lui dit, oh, mais lui là, pourquoi toujours ces solutions à lui? Mais non, c'est le bon sens. C'est aussi clair que ça. Alors, fatigué, il va à Washington, maladroitement donné une conférence de presse. Non, c'est même bête de notre part. Nous tous les Congolais, moi j'ai été déçu de suivre ça. Il veut aller au référendum. Le référendum, pourquoi faire? Mais l'Assemblée lui est acquise.
Le Sénat lui a acquis. Ces gens avons dit, oui, monsieur le président, il faut aller au référendum. Mais aller au référendum, ça veut dire qu'il faut changer la Constitution. Mais la conséquence demeure. Il faut qu'il démissionne. Les gens qui se sont donné la liberté d'aller créer le mouvement dans les villages, comme les Pierre Mabiala, les Kumba Justin, et les autres, c'est lesquels, enfin, tous ces petits-là qui sont allés crier par-ci, par-là, et qu'ici on a dit, il faut changer la Constitution. Enfin, soyons sérieux. Quel est celui de nos parents qui a un jour lu la Constitution congolaise? Personne. Qu'est-ce qu'ils en savent pour demander à changer? Il faut la changer. Alors, maintenant on a découvert, et lui il donne l'argent. Il donne 50 millions, 100 millions, va crier ça. Le gars va crier. Maintenant il a arrêté parce que c'était un échec. Partout c'était un échec. Partout c'était un échec. Et même à Pointe-Noire, vous voyez, Mvouba, au lieu d'aller dire ça dans le pool, il va à Pointe-Noire, et le président s'ajoute de changer de constitution. Les gens ont crié, on est sur lui. Il ne m'a fait pas dire ça chez toi. Si tu vas à Kindama, on te comprendrait. Regardez le ridicule des Congolais. Ce n'est pas sérieux. Il a fait ça, il est fatigué. Il ne peut plus. Alors il s'est mis dans la corruption. Vous savez, une partie des fuites de l'argent, c'est la corruption. Sassou n'hésite pas, dans la mesure où la crise sévit au Congo. Les cadres sont fatigués. Ah bon alors, l'affaire d'Ingiri. Vous voyez? Là, il va, donne l'argent. Le gars, il va, non, le président Sassou, bon, on peut examiner ça, mais parce que déjà, on lui a agressé la patte, il a déjà eu son Ngiri. Et c'est qu'on va diriger le pays avec les Ngiri. Vous ne connaissez pas ce qu'est Ngiri? Les Ngiri, vous voyez les sacs des Sénégalais, les sacs noirs que les Sénégalais ont là. Ça s'appelle Ngiri, et c'est avec ça qu'ils remplissent ça, ils distribuent aux hommes politiques, les corons, les gens partout, on corrompt, on donne l'argent. Ça consomme beaucoup, quoi. Et ça consomme beaucoup. Ça consomme beaucoup. Le jour où nous avons créé le mouvement citoyen, le jour de la sortie du mouvement citoyen, vous savez combien d'argent on a donné à Pierre Mabiala? 50 millions. Vraiment, c'est quelques jeunes là, payez-les, qu'ils aillent faire le contre-poids là-bas. Et oui, pour faire la pagaille, comme ça, on dit, ah bon, ils ont échoué, la jeunesse les a chassés, tout ça. Mais nous savions que certains d'entre eux sont venus avec des armes. Vous vous rendez compte? Avec des armes, et ce jour-là, s'il y avait eu des morts, qu'est-ce qui se serait passé? Heureusement, pour une fois, notre gendarmerie est venue s'interpeller pour dire non, évitez les bagarres. Mais nous sommes rentrés dans ça, on dit bon, comme on dit, et Koya, et Ya. Alors, ça c'est un échec, donc il revient au référendum. Mais nous disons, on dit il n'y aura pas de référendum dans notre pays. Tout dépend de nous. Il n'y aura pas de référendum. Je vous dirai comment faire. Il n'y aura pas de référendum. Tout comme Denis Sassou Nguesso, il peut voler, aller au ciel, tomber où il veut. Il n'y aura pas de troisième mandat pour lui. Ça aussi, nous tous les Congolais, là, on va se jeter dans les rapides du Djoué. On s'en va, il reste avec un pays, puis il dit, bon, moi j'ai mon troisième mandat. Autrement, c'est fini. Alors, mais, pendant qu'il fait ça, et il prépare en même temps la guerre, il a acheté énormément d'armes. Il a recruté beaucoup de mercenaires. Vous savez, en dehors des mercenaires, le Hezbollah, les Coréens, qu'on appelle les Iraniens, les Israéliens qu'il a recrutés. Et vous avez Mounene, vous connaissez Mounene? Le général Mounene. Le général Mounene qui est basé à Evo, avec ses troupes. Vous avez la milice Jean-Pierre Bemba, MLC. Vous avez les restes des FDR, de l'armée d'Abiyarimana. Vous avez les restes de la DSP de Mobutu et des phases. Et vous avez les restes de Savimbi qui n'ont pas voulu intégrer l'Angola. Tous ces gens-là, les Émirés, quand ils ont traversé à Infonais, c'était 100 000. Mais ils y sont toujours avec leurs armes. Et Sassou
est en train de les entretenir. En plus de sa milice nombreuse de Tsamito, vous connaissez la milice Tsamito au moins, qui porte les mêmes bérets que la garde présidentielle. La milice, comme ça, elle passe inaperçue, on ne sait pas que c'est une milice. Et elle est nombreuse, cette milice. Ces derniers temps, vous avez dû apprendre, il a rappelé tous les guerriers, ceux qui étaient en France comme ceux qui sont à l'intérieur du pays. Il a réussi à réunir 540 guerriers à Brésil pour leur dire, on va reprendre du service. Et oui, ceux qui ont des comptes en banque, donnez le numéro de vos comptes. Ceux qui n'ont pas de compte, allez ouvrir, on va vous verser l'argent et soyez prêts. Prêts à faire quoi? Ça se passe là au mois de juin avant que je ne vienne ici. Bien, il a recruté dans sa zone de prédilection 730 jeunes qui sont en formation en ce moment à Obouya, et on dit que c'est la police. Ils sont à Obouya, ils sont à Tsamito. Pourquoi la police doit être formée à Obouya et à Tsamito? Et pourquoi on a recruté qu'à Oyo, Olomo, Yongoni? Le Congo, les jeunes ne sont que là. 730 qui viennent de recruter. Alors, si vous suivez la situation au Congo, il y a toute cette semaine-là, je dors toujours tard parce que nous cherchons à comprendre. Il y a une arrivée massive de personnes à Pomat autour de Brazzaville. Nous voulons savoir quelles sont ces personnes-là, d'où viennent-elles. Et oui, cette semaine-là, tous les jours, j'ai mon téléphone, je t'appelle, on dit, bon, écoutez, mais c'est quoi? Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces gens, ces histoires-là? Vous voyez? Alors, il recherche l'incident qui lui permettrait de déclencher des crimes, crise, puisque le pays est en crise, on peut proclamer l'état d'urgence et en ce moment, il n'y a pas d'élection. Et M. Sassier, pas d'élection, c'est moi le président, j'ai mis de l'ordre. Voilà ce que ça se cherche. Ajouté à cela, les faux procès, depuis le 4 mars. Depuis le 4 mars, les faux procès qu'il fait. Et même le procès actuel de Marcel Ntourou, c'est lui qui a provoqué l'affaire, il va accuser celui qui a été attaqué. C'est une logique particulière. Voilà la situation dans notre pays. C'est une crise donc grave. Alors nous, opposition, face à ça, pour éviter que ça ne vienne encore faire verser le sang des Congolais, pour éviter encore des déchirements entre les Congolais, alors nous avons proposé une solution très simple. Nous lui proposons une solution simple. Pour sortir de cette crise, voilà ce que nous proposons. Nous proposons qu'un dialogue national soit convoqué. Ce dialogue national va réunir tous les partis politiques, toutes les associations de la société civile, toutes les personnalités indépendantes de notre pays et la diaspora. Parce que vous avez trop été exclus, il faut que vous soyez là. Même pas pour aller faire la joie de Sassou, parce qu'après il va se mettre à distribuer l'argent et vous allez venir pour dire, ah non, Kawa Sassou, non. Pour vraiment rendre le Congo aux Congolais. Nous allons faire ce dialogue national-là. Mais ça ne se passera pas comme Sassou veut. Il faut qu'il y ait d'abord une commission préparatoire paritaire qui prépare, qui détermine les conditions de participation, qui détermine l'ordre du jour, qui définit les conditions de mise en place du podium et la durée. Alors, à l'issue de ce dialogue, qu'est-ce que nous proposons? Oui, d'aller à la guerre comme ça. Nous proposons qu'un gouvernement union nationale soit formé. Qu'il soit formé, mais il est dirigé par un opposant. Et le Premier ministre opposant. Et ce Premier ministre, c'est nous qui allons le proposer avec vous. On dit, bon, voilà, cette personne-là ne va pas sombrer dans les grilles de Sassou. Toi, tu es Premier ministre. Sassou, tu restes président, mais tu ne te présentes pas aux élections présidentielles. Le 10 juillet 2016, ce sera le premier tour des élections présidentielles. Et le président qui sera élu, soit au premier tour ou après le deuxième tour qui aura lieu avant fin juillet, en ce moment-là, le 14 août, comme j'ai dit à 14h, alors il fera passation de service avec le président Sassou. Il prendra sa voiture pour aller dans son village. Voilà la solution la plus simple. C'est ce que nous proposons au niveau de l'opposition. C'est ce que nous proposons. Alors, à partir de là, Sassou fait des pieds et des mains. Il nous refuse des salles pour faire des réunions, pour que les populations ne soient pas informées de cette proposition-là. Il nous interdit de sortir, de se balader. Vous savez, depuis 2012, je n'ai pas quitté Brazzaville. Je n'ai quitté Brazzaville que le 25 juillet.
depuis 2012. Depuis août 2012. Est-ce que c'est normal qu'un homme politique puisse vivre comme ça? Vous voyez? Ce n'est pas sérieux. Mais il est là toujours à distiller les informations. Et puis ça prend également. Moi j'ai lu sur les réseaux sociaux là, que Mathias ans avant de venir ici a eu un deal avec Sassou. Ah, j'ai lu ça. Et ça vient de lui. C'est lui qui diffuse comme ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le 25 juillet, bon, j'ai envoyé mon protocole. En fait, ce n'était pas pour venir ici. J'avais pris la décision de toucher la justice internationale. Parce que le 13 juin, avec mon avocat, nous avons pris un huissier qui est allé faire les formalités. Quand on lui a dit qu'il ne peut pas voyager, l'huissier a fait son rapport, s'est présenté. Et l'avocat a écrit à Yoka Emmanuel pour lui dire, enfin, monsieur donne pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Yoka n'a jamais répondu. Il est allé à son cabinet, on lui dit, on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a rien de judiciaire. Et bien, écrivez ça sur le papier. Donc, le 25 juillet, avec mon avocat, nous avons dit, bon, écoute, vous allez partir. Moi, je viens à l'aéroport avec RFI. Donc, on devait aller à l'aéroport, nous tous. L'avocat, RFI, moi-même. Comme ça, le colonel qui a l'habitude de dire, monsieur, je ne peux pas voyager. À partir de là, l'avocat faisait une TV à RFI. Et nous, on avait les éléments pour porter plainte à la Cour internationale de la défense des droits de l'homme à Genève et à la Cour africaine de défense des droits de l'homme à Addis Abeba. Voilà la procédure que nous avons utilisée. Bon, je n'étais même pas habillé. Puisque pour moi, ça n'allait pas. J'allais partir à l'aéroport comme ça. Quand mon protocole est revenu pour dire, ah non, ils ont dit que vous voyagez. Ah bon, pourquoi? C'est fini. Il y avait une raison. Ah non, non, ils ont dit, il n'y a rien, vous pouvez voyager. Bon, j'ai dit, puisque l'occasion se présente, moi je voyage. Et je suis rentré dans ma chambre, je me suis habillé. J'ai appelé les enfants, j'ai dit, bon écoutez, papa s'en va à Paris, etc. Oh, c'est fini? Je dis oui. Et c'est en ce moment, quand je suis assis au salon avec des amis qui sont venus, on attendait cette histoire-là, qu'on me dit qu'il y a quelqu'un de la présidence, Yingoya, je vous donne le nom, Yingoya. Vous connaissez? Oui. Qui s'est présenté à ma garde là-bas pour dire, je vais voir le ministre. Ils ont dit, ah non, lui, il ne reçoit pas la nuit. Et non, c'est important. Non, il ne reçoit pas la nuit. Ici, à partir de 18h, c'est fini. Ah non, c'est le président Condé Alpha qui m'envoie. Je dis, ah, ça dépend. Il vient me voir. Condé Alpha, ok, il vient. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le président Condé tient à vous voir avant que vous voyagiez. Condé Alpha veut me voir. Mais comment ça? Mais l'avion, c'est pas lui son avion. C'est Air France. Si je rate l'avion, il est où? Il est en réunion. J'ai donné mon téléphone d'aller donner à Condé Alpha qui m'appelle. Et Condé Alpha m'a appelé pour me dire, écoute, il faut que je te voie. Je suis avec le président Sarkozy ici. Et avant que tu voyages, il faut que je te voie. Il dit, mais écoute, l'avion ne peut attendre. Il dit, ouais, écoute, on est dans un pays, on fera tout pour retarder l'avion. Vous voyez? Ah, j'ai dit, mais où est-ce que tu es logé, toi? Il dit, je suis logé au palais du peuple. Il dit, mais je vais rentrer comment? Ah oui, je vais demander comment on te laisse passer. Voilà comment je me suis rendu au palais du peuple. Mais j'ai emmené tous mes gars avec moi. Parce qu'on ne sait jamais. Hein? J'ai emmené tous mes gars avec moi. Je suis allé là-bas. Bon. Quand je rentre, on me laisse passer. Je suis arrivé au palais du peuple. J'ai trouvé la salle d'attente le ministre Alain Akwara. Hein? C'est celui qui accompagnait Alpha Condé. Je monte, j'ai trouvé Issoufou. C'est ça, non? Amadou, président du Niger, et Condé Alpha, les deux présidents. Je suis venu, je suis Alpha, je me suis assis. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oui, on m'a dit que tu voyages. D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai attaqué Sassou. Pourquoi Mathias ne sort pas? Il m'a dit non, il voyage. C'est là que j'ai appris que tu voyageais. Je dis oui, je voyage. Et tu m'as amené ici, il y a un problème. Non, tu dis, toi là, Sassou, tu fais des trucs comme ça. Il m'a raconté plein de trucs sur toi. Il faut que tu viennes à Conakry, qu'on discute. C'est tout. Bon, mais merci. Et comment j'ai fait? Non, tu rentres en contact avec mon neveu et puis tu viendras. Et je me suis levé, j'ai pris mes gars, nous sommes partis à l'aéroport. J'arrive ici, voilà, vous de la diaspora, Adzon a eu un deal avec Sassou. Je serai le dernier Congolais à avoir un deal avec Sassou. Je vous le dis aujourd'hui, le jour où je le ferai, ça veut dire que j'ai fini avec la politique. Parce que mon problème, ce n'est pas ma personne. Ce n'est pas moi. J'ai honte de voir qu'un pays aussi nanti comme le Congo traîne dans la boue. Hein? Les gens vivent malheureux. Ce n'est pas normal. Nous, c'est notre devoir.
C'est notre devoir. Si je suis allé voir Alpha Condé, et tout à l'heure, j'ai suivi le Mélodie, vice-président de la FEAN, parce qu'Alpha Condé était notre compagnon ici. On a milité pendant des années à la FEAN. C'était la référence de tous les Africains ici, Alpha Condé. Qui n'a pas entendu parler d'Alpha Condé? Condamné à mort alors qu'il était encore étudiant par Sékou Touré. Et nous avons fait l'élection d'Alpha Condé à Conakry, était pour nous une fierté. On dit voilà, enfin, le président de la FEAN qui est élu, président en Guinée. On attendait qu'il nous appelle tous là-bas. Mais aucun d'entre nous n'a mis pied en Guinée jusqu'à ce jour. Les Congolais, après, tout le monde m'appelait, même des gens qui sont au gouvernement. Mais alors, elle est Alpha Condé. Mais il faut qu'il m'appelle chez lui, je ne peux pas partir comme ça. Voilà pourquoi, et quand il vient à Brazza, Alpha Condé se débrouille toujours à me rencontrer. Parce que même dans sa famille, les gens ne peuvent pas comprendre, notamment sa soeur, les enfants et les neveux, ne peuvent pas comprendre que tu es parti à Brazza, tu n'as pas rencontré ton tonton. C'est impossible, compte tenu des relations que nous avons tous tissées. Voilà comment il vient rencontrer Alpha Condé. Alors, il faut arrêter avec vos histoires-là. Oh, il est allé faire un deal avec les agents. Mais un deal pourquoi? Quelqu'un qui est en train de partir là, il est en train de partir. Vous savez ce qu'il propose, lui? Ah oui, mais si c'est ça, si on va au dialogue, donc moi je suis président, mais il faut que je sois Premier ministre. Comme ça, lui et moi, personne ne se présente à l'élection présidentielle. Il n'est pas bête, ça. Il n'est pas bête. Donc voilà la situation. Alors, mes frères, mes soeurs, c'est que nous avons un seul problème dans notre pays. Pour résoudre le problème de la crise dans notre pays, nous avons un seul problème. Ce seul problème-là, il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il nous faut régler ce problème-là. Si on le règle, je crois que le Congo aura pris les bonnes marques pour régler ses problèmes sociaux, ses problèmes économiques, ses problèmes politiques et tout ça. Il y a le système aussi. C'est le système. Et moi qui... C'est ça le message que je suis venu vous donner. Rassemblez-vous déjà ici. Rassemblons-nous avec nous qui sommes au pays. Et c'est unis comme ça, dans cette relation organique, que nous pourrons avoir la force nécessaire de dire à Sassou, hé, arrête là. Et c'est comme ça que nous arrêterons cela. Si on ne le fait pas, ne nous plaignons pas. Il va pencher, il va passer. Et il va dire, le chien aboie, la caravane passe. Alors que si nous sommes unis, jamais il ne le fera. Et nous nous employons au pays à le faire. Nous nous employons au pays à le faire. Faire en sorte que notre peuple soit mobilisé. Et que nous soyons forts, que ça ne dise pas, ah, je peux passer en force, je peux écraser ces gens-là. Non. Il va tenir compte de dire non. Il faut qu'on discute avec ces gens-là. Mobilisons-nous comme ça, unis. Nous serons plus forts que jamais. Et il faut le faire, les temps pressent. Lui, il veut jouer sur le temps. Il nous reste 2 ans pour faire partie, pour régler le problème des choses. Chers amis, le propos liminaire que j'avais à vous livrer, dans les échanges, on va revenir sur toutes ces questions-là. Mais il est important qu'absolument que nous unissions nos efforts, que nous comprenions ce qui se passe dans notre pays, que nous soyons capables de régler ce problème-là. C'est un devoir, c'est une mission pour notre peuple. Si on ne le fait pas, nous aurons échoué et nous n'aurons pas répondu à l'attente de notre peuple et nous aurons posé un faux pas par rapport à l'histoire de notre pays. Merci beaucoup. Alors, chers invités, nous venons d'entendre un discours très apaisant sur le diagnostic. Il y a les trois crises, la crise politique, la crise économique et la crise sociale. L'alternative, c'est le dialogue national, l'union nationale, pour rassembler notre peuple. Alors, nous allons donc ouvrir la première liste de débat. Cette liste comprend donc, j'ai dit tout à l'heure, 10 noms. Chaque intervenant a 3 minutes, pas plus. Alors, nous allons donc prendre les noms. Votre nom, s'il vous plaît. Il faudrait... C'est qui? Ganga Marine Fodem. Ganga. Ganga dit Merci de Fodem. penser aussi qu'il y a des doigts levés dans le fond. Merci. Oui, d'accord. Tu peux faire... Ouais, il arrive. Non, non, c'est monsieur qui pose la question. Ganga dit Fodem.
Sangou Michel. Sangou Michel. Apollinaire Bolongo. Dans mon nom, c'est Sangou Michel. Monsieur, on va vous donner. Il va vous donner. Pas de souci, on va vous donner. Siayos. Ici, là. Et là. L'enfant par ici, s'il vous plaît, Alexis Bassi, observateur engagé, patriote de Alexis Bastille. Arrêtez ça déjà. Je ne sais pas, M. Passou, est-ce qu'il a eu son information. Je n'ai aucune friction avec un membre de l'opposition. L'opposition qui est la mienne. Vous savez qu'au Congo, il y a deux oppositions. Il y a ce qu'on appelle l'opposition réelle, à laquelle j'appartiens. C'est l'opposition du collectif du 17. Là-dedans, il n'y a aucune friction. Nous sommes unis, nous menons la bataille. Et pour ratisser large, nous avons initié la naissance du mouvement citoyen qui peut accepter quelques personnes qu'elles soient, même lorsqu'elles viennent du PCT. Elle peut être admise, l'essentiel est d'accord sur trois principes. L'annulation du recensement administratif frauduleux, non au changement de la Constitution, non au troisième mandat de Denis Nguesso. Si vous êtes d'accord, même si vous êtes membre du biopolitique PCT, si vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez venir au mouvement citoyen. Ici à Paris, mes camarades dont vous parlez, ceux que je connais, n'ont aucune friction avec moi. Et je peux vous dire que nous avons déjà eu deux rencontres. Si vous ne les voyez pas ici, parce que certains d'entre eux sont partis à Brazzaville. Donc de ce côté, vous n'avez pas... Ne laissez pas libre cours à la rumeur de Paris. Vous savez, moi je suis un Parisien aussi, hein, comme vous. Pour avoir dirigé les étudiants congolais ici, je sais ce qui se passe dans Paris. Laissez pas votre cours à la rumeur. D'accord? Bien d'accord avec vous, monsieur le ministre, sauf que votre réponse amène une autre question de ma part. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Passy, pas de Bien, ceci dit... Cela suppose que l'opposition réelle, elle est de Brazzaville, et à Brazzaville, n'est pas sur Paris. Non. Mais il n'y a pas de parti politique à Paris, s'il vous plaît. Il faut que vous sachiez qu'à Paris, ici, il n'y a pas de parti politique. À Paris, il y a certainement des associations de la diaspora, mais il n'y a pas de parti politique ici. L'opposition réelle, c'est un collectif de partis. Il y a une différence de parti politique association. C'est toute la différence de Paris avec Brazzaville. L'opposition réelle, c'est un regroupement de partis. Ce n'est pas un regroupement d'associations. Ici, il n'y a pas de parti. Et je peux vous rappeler une histoire. En 1972, nous avons eu des problèmes ici avec la Ligue communiste qui nous demandait de former des partis politiques à aller prendre le pouvoir en Afrique. Et nous, de la fin, nous avons dit non. Le parti politique naît dans les conditions concrètes de lutte sur le terrain. Ce n'est pas ici. Donc ne nous faisons pas division. Très souvent, on rêve un peu à Paris. Il faut faire extrêmement attention. Alors, pour revenir aux questions qui m'ont été posées, bon, il faut éliminer d'abord un seul truc. Monsieur Zon, vous êtes un étudiant de Sasso, vous avez participé à la création du système de Sasso. Non. Il faut suivre la vie politique au Congo. Lorsque je termine mes études ici, je passe le concours d'entrée à la Banque mondiale. Je suis admis. Et quand je vais à la Banque mondiale, on me dit, monsieur Zon, vous allez partir à Washington pour 2 ans et après vous serez affecté dans un autre pays. J'ai dit, l'autre pays, c'est le Congo. Il dit non. Et alors, annulez mon admission. Je ne peux plus aller à la Banque mondiale. Et je suis allé passer le concours d'entrée à la Banque centrale. Je suis admis et je vais au Cameroun passer 1 an. Après, je rentre au Congo. Mais à l'époque, c'est le système de, comment on appelle ça? Parti unique. C'est le règne du PCT. Et tous ceux qui, comme moi, n'ont pas voulu adhérer au PCT, nous avons fait ce qu'on appelle la politique clandestine.
Je peux même vous révéler quelque chose. Nous avons créé un parti clandestin. Les statuts enterrés en terre. Et moi, cadre à la Banque centrale, j'ai fait 9 mois après, on m'affecte à Brazzaville et je viens trouver sur mon bureau une fille d'adhésion au PCT. Vous voyez? J'ai pris la fille d'adhésion, j'ai déchiré, je l'ai jeté sur le bureau de mon grand frère Mohamed Clément. Je dis, toi là, c'est toi qui m'as amené ces histoires-là. Tu sais très bien que je ne peux pas adhérer au PCT. Donc je n'ai jamais, l'un des cas congolais qui n'a jamais participé au PCT, c'est moi. J'ai toujours été un opposant au PCT. Donc je n'ai pas participé à la création du système. Le système, ça c'est un système PCT. Mais quand nous sortons de la conférence nationale, il y a une pluralité politique. Tous les partis se disent nous sommes prêts à construire la démocratie. Alors nous nous sommes mis à créer des alliances. Mon parti est rentré à partir de la création des FDU. 6 partis ont créé les FDU. Il y a eu les FDU. Et le président Kolela, avec certains partis, ont créé ce qu'on appelait l'URD. Et nous avons créé l'alliance URD-FDU. C'est en ce moment que je suis parti en exil au Gabon et ensuite en France. J'arrive ici. Nous préparions les élections de juin 1997 au niveau des FDU. L'époque, le président Sassou est rentré au Congo. Nous sommes restés. Et moi, j'ai appris la guerre comme vous. Vous comprenez? J'ai appris la guerre comme vous. À la fin de la guerre, je suis rentré au Congo. Mais évidemment, en FDU, l'UPRN a proposé ma candidature au gouvernement. J'ai été nommé ministre des Finances. Mais 3 ans après la transition, nous, UPRN, nous avons dit non. Nous avons notre ligne politique. Il faut que nous tirons les leçons de ce que nous faisons et ce que la politique que nous menons cadre avec la ligne politique de l'UPRN. Alors là, nous sommes rentrés en conflit, d'où la dissolution des FDU. Nous avons décidé de prendre notre indépendance parce que notre ligne politique n'est pas celle qui est suivie. Vous comprenez? Voilà notre divorce. Donc ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais été le lieutenant. Bon, que Konda Alpha dise que je suis son lieutenant, oui, parce qu'il m'a formé à la fin, enfin, mais pas Sassou. C'était au PCT. Vous voyez? C'était des partenaires au sein des FDU. Alors, la question sur les assises. Que vous devez d'abord rencontrer les assises. Oui, nous avons une rencontre qui a été prévue le 10. Quand je suis arrivé ici, j'ai été en contact avec Jean-Luc Maleka, qui m'a proposé une rencontre le 10 août. Le 10 août, il partait aux États-Unis, et à son retour, nous nous retrouvons. Mais j'ai appris par d'autres canaux que la rencontre du 10 août a été annulée. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si la rencontre est annulée? Et c'est avec lui que nous avions convenu de cette rencontre d'aujourd'hui-là. On avait arrêté 2 dates, le 10 août, rencontre avec la coordination des assises, et le 24 août, rencontre avec la diaspora. Mais quand il est revenu des États-Unis, il m'a pas fait signe, mais 3 jours avant cette rencontre, il m'a appelé pour me dire, est-ce qu'on peut rencontrer la coordination? Je dis, mais écoute, on est déjà à côté du 24, retrouvons-nous simplement le 24, vous voulez multiplier les réunions. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je suis plus d'ailleurs qu'il ne soit pas venu. Je lui ai dit, bon, mais écoute, donc retrouvons le 24, il dit, allez, je viendrai. Il y a donc un dialogue. Hein? Il y a donc un dialogue. Mais bien sûr, pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il n'y ait pas de dialogue? Non, il n'y a pas de dialogue. Hein? Oui. Pas de dialogue. Donc il faut que nous, ce que nous voulons, c'est que tous ceux qui s'opposent à Denis Sassou Nguesso puissent se rassembler. Maintenant, les problèmes de qui sera président, qui sera candidat ici, mais ça c'est une affaire de chaque parti. La pluralité politique suppose la compétition politique. La compétition politique suppose l'application réelle de la démocratie, suppose la liberté de chacun de faire ou de ne pas faire, suppose l'acceptation de la différence. C'est ça qui manque dans notre pays. Bien. Alors, il n'y a pas un opposant
Comment on appelle ça? Un opposant providentiel? Non. Providentiel. Il n'y a pas d'opposant. Je l'ai toujours dit dans notre pays. Dès l'instant où les Congolais auraient choisi, je viens jusqu'à dire, un autochtone pour dire c'est lui que nous voulons comme président, c'est le choix du peuple congolais. Ce qui ne va pas aujourd'hui chez nous, c'est qu'on regarde, ah celui-là, il est de quelle région, il est de quelle église. Non. Mais si nous comptons sur ça, nous ne développerons jamais notre pays. Un Congolais est un Congolais. Les différences ethniques ne nous concernent pas. Aucun de nous n'a choisi d'être dans telle région, dans telle ethnie. Ça n'a strictement rien à voir. Nous devons dépasser ça. Si nous voulons que notre pays se développe, dépassons ces clivages. C'est ça que Sassou n'accepte pas. Nous voulons qu'on en arrive là. Que pour permettre aux initiatives de clore, aux compétences de s'exprimer, il faut qu'on en arrive là, que le Congo en soit le plus grand bénéficiaire. Alors ici, vous avez la chance d'être dans un pays qui a dépassé ces clivages-là. Alors, vous voyez, ici, il y a même... vous voyez, j'ai lu l'autre jour, il disait que Val était un Français d'origine espagnole. Mais alors, il est Premier ministre en France, il travaille pour la France, ça ne marche pas? Si. Mais pourquoi dans notre pays, on ne peut pas accepter l'autre, quel qu'il soit sa réunion, pour dire, c'est un Congolais, il travaille pour le Congo, pourquoi? C'est ça qui ne va pas, c'est ça. Nous ne voulons plus de ce Congo-là. Bien. Bon, la lettre ouverte, bien sûr. Merci beaucoup pour la lettre ouverte, là. Moi, j'avais déjà été au courant de cette procédure. Nous avons analysé ça au cours d'une réunion de collectif. Il y a une association qui a porté plein compte des anciens sur l'État et tout ça. Bon, laissons suivre la procédure. Que la justice nous dise exactement où est-ce qu'il en est. Mais nous, vous voyez, je ne sais pas si vous avez lu la dernière tribune que j'ai publiée le 24 juillet. Voilà. J'ai publié une tribune le 24 juillet dans la semaine africaine, le changement de la condition au Congo-Brazzaville, un coup de force. Vous voyez, j'ai publié et dans cette tribune, j'ai proposé ce que je viens de vous dire, que nous ne pouvons pas sortir de la crise actuelle en ayant recours à la force. Et j'ai rappelé les drames que les Congolais ont vécus, les drames de la guerre de 97, qui n'a pas perdu quelqu'un. Les drames de Beach, 353 jeunes ont été massacrés au Beach de Brazzaville, et on s'est permis de faire un procès sur 80 personnes, et les autres sont partis où? Et je l'ai déclaré publiquement, en disant, mais écoutez, quand il y a eu la guerre en Espagne, en Allemagne, on n'a pas jugé l'Allemagne, on a jugé Hitler. Pourquoi chez nous on juge le Congo? Parce que tout le monde a été acquitté et on a fait payer les indemnités par le Congo. Ça veut dire que l'État congolais est coupable. Mais l'État congolais, c'est vous et moi. Et c'est quand nous avons participé au massacre de Beach. On ne peut pas comme ça accuser tout le monde. Il y a bien des responsables, les gens qui ont tué les gens au Beach. Mais ils sont 353. Je l'ai dit publiquement, j'ai demandé, et nous nous disons encore, on vient de le dire, que c'est un faux procès. Tout comme le 4 mars, on vous a dit qu'il y a eu 300 morts, mais il y en a plus que ça. Dans les fosses communes, les gens qui ont été enterrés sur le camp militaire de Pila. Ce qu'on a jeté, les conteneurs, les deux conteneurs, les gros conteneurs de CHU, qui puaient les mouches, c'est les corps. Et ce que les parents savent, c'est qui c'est qui était dedans. Qui a fait le 4 mars? Il y a eu un faux procès. Les vrais responsables existent. J'ai écrit pour demander la mise en place d'une vraie commission d'enquête qui comprendrait toutes les sensibilités avec la participation des experts internationaux pour déterminer les responsabilités et appliquer les sanctions appropriées. Mais on ne m'a pas répondu. On parle du 4 mars. Mais les vrais responsables courent toujours. Nous connaissons, vous connaissez l'affaire du, comment on appelle ça, l'affaire du décédé 10 du théâtre. On a mis la bombe à Brazzaville. Mais dans un pays organisé, quelqu'un peut quitter ailleurs, peut venir mettre une bombe dans un avion. Vous ne vous rendez pas compte ici. Moi, j'ai participé à la messe à la Madeleine ici avec François Mitterrand, lors de cet accident-là. J'étais à la messe, parce que j'étais ici à Paris. Je suis allé à la messe. Mais il fallait voir, c'est une catastrophe. Et tout ça,
l'entêtement de Sassou veut nous amener encore à ce genre d'événement. Les Congolais ont trop pleuré. Nous ne voulons plus que les Congolais meurent pour la politique. La politique est un combat d'idées. C'est un combat de compétences. Ce n'est pas les armes qu'on prend pour tuer les gens. Alors il y a un frère qui disait, oui mais vous, Sassou va passer parce que lui, il va pour vous ne créez pas le rapport de force. Mais justement, pour quel rapport de force? Mais mobilisons-nous. Vous qui posez la question. Qu'est-ce que vous faites pour vous mobiliser? Ce n'est pas en s'asseyant dans un salon de Paris qu'on se mobilise. Il faut être concrètement sur le terrain pour mobiliser les gens. Vous voyez, avant que je ne vienne ici, moi-même, je ne peux pas quitter Brazzaville. Je ne peux pas quitter Brazzaville. À la fois parce que c'est interdit et pour des raisons de sécurité. Parce que depuis 1999, Sassou n'a qu'une option. Il ne sera content que le jour où il verra le corps de Mathias Zouzon allongé dans un cercueil. Et il multiplie des statuts pour ça. Voilà mon problème que je vis tous les jours. Je passe des journées entières assis devant une télévision en train de regarder. Et nous sommes obligés, beaucoup de réunions politiques sont obligées de se faire chez moi parce que M. John ne peut pas se déplacer pour des raisons de sécurité. Mais il n'empêche, le parti, je ne suis pas seul. Nous venons de faire le tour de tout le Congo. Le parti a fait les 12 départements du Congo. Parce que mon parti est implanté dans tous les départements du Congo. Nous avons fait des assemblées générales dans tous les départements du Congo pour mobiliser les gens, leur dire attention. Si ça soit après aux élections locales, pas question. Référendum, pas question, voilà la solution. Et c'est ça le travail que chacun de nous doit faire. Il faut, avant de mobiliser, il faut se mobiliser soi-même. Si soi-même vous n'êtes pas mobilisé, comment voulez-vous aller à mobiliser les autres? Il faut croire à ce qu'on fait. C'est bien. C'est bien, mais chacun de nous doit se mobiliser. Il ne faut pas venir poser la question aux autres, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà la question qu'on doit se poser. Qu'allons-nous faire pour arrêter la marche de Sassou? Ce n'est pas ce que vous allez faire. Quand on dit qu'est-ce que vous allez faire, vous vous mettez à l'écart. C'est qu'est-ce que nous allons faire pour arrêter la marche de Sassou? C'est ça qui est très important. Hein? Je crois que là, je réponds également à Yolos qui dit vous êtes interdit d'aller à l'intérieur. Oui, malheureusement. Et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous 2009. En 2009, après la marche de 15 juillet, Ndengue a fait tirer sur moi. Malheureusement, il y a un jeune qui m'a protégé derrière. C'est lui qui a vu la balle est tombée. Moi, je n'ai pas eu la balle et mes militaires m'ont soulevé, m'ont projeté dans la voiture. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous en train de pleurer, en train de parler. Et après ça, pendant 2 ans, je ne pouvais pas quitter Brazzaville. Pendant 2 ans. Je suis allé au tribunal, partout. Mais je vous assure, Sassou avait décidé de m'emprisonner. Mais la mobilisation était telle que Sassou ne pouvait pas m'emprisonner. Alors pourquoi vous faites allusion à Bernard Kolela? Oui, nous avons vu Bernard Kolela mobiliser les gens. Mais nous pouvons mobiliser. Vous savez, j'ai quitté un jour Paris, ici, j'arrivais à Brazzaville, de Mayamaya à mon domicile, aucune voiture ne pouvait passer. La mobilisation était telle, Sassou a eu même peur. Au point où, chaque fois que je rentrais au Congo, quand il pour rentrer au Congo, l'aéroport est envahi de policiers, on chasse les gens. Mais non, il lui arrive rien pour venir à l'aéroport. Maintenant qu'il a envie de faire la guerre, c'est moi qui ai interdit. Et quand je voyais pour rester à la maison, Sassou cherche un prétexte pour déclencher la guerre. Nous ne voulons pas que les Congolais meurent. Vous voulez que les Congolais meurent? Hein? Voilà. Nous ne voulons plus de ça. Donc, il n'y aura pas de dialogue où Sassou va sortir vainqueur pour dire, bon, voilà, je vais au dialogue et je passe. Mais rappelez-vous de 91. 1991, la conférence nationale, c'est un dialogue. Sassou, pour venir nous parler à la conférence, je crois qu'il a bu une bouteille de whisky. Il avait des yeux tout rouges à la conférence nationale. Et ce jour-là, on a évité le pire de justesse. Parce qu'il a déjà mobilisé sa force. Il a mobilisé sa force pour dire, bon, dès qu'on programme à déchéance, allez-vous tirer sur la conférence. Et dans la salle, un de nos camarades, effectivement, a préparé une motion pour venir lire la déchéance de président Sassou en pleine conférence nationale. Et comme nous dirigeons la commission politique, on a dit non.
Non. On ne veut pas que les gens meurent à la conférence nationale. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas eu de mort à la conférence nationale. Que c'est bien terminé. Et Monseigneur Kombo a bien fait les choses. Séance de lavement de main et tout ça. Quand on est sorti, vous n'avez pas vu l'état de Sassou? C'était un président heureux. Il fallait être à la conférence nationale pour voir ce qui s'est passé. Nous voulons un dialogue où les idées fausses, les bonnes idées triomphent. Où la cause du peuple triomphe. Mais ça, nous sommes déjà préparés à ça. Nous ne parlons pas pour le plaisir de parler, nous sommes déjà préparés à ça. Pour ce dialogue-là. Mais c'est pour ça qu'il a peur. Vous dites que ça se va passer. Vous savez depuis combien d'années ce soir sa constitution peut être en la main? Elle est déjà rédigée. Mais il n'a pas la force de venir la présenter comme ça. Elle est déjà rédigée. Sa fameuse constitution. Mais il n'a aucune force de venir dire, bon, voilà ma constitution. Il est obligé de passer par les subterfuges et tout ça pour voir quel est le moment propice. Faire venir les mercenaires et tout ça. Mais, travaillons. Et c'est l'appel que je vous lance. Travaillons-nous. Mobilisez-vous ici. Parce que la communication est très importante. Mobilisez-vous ici. Vous êtes dans un pays qui est contre le changement de population, de constitution au Congo. La France n'est pas d'accord. Mais profitez-en. Qu'est-ce qui prouve ça? C'est un irresponsable qui est devant moi ou bien c'est quelqu'un vraiment d'irresponsable? Nous sommes dans une réunion d'hommes responsables. Alors soyons sérieux. Ça, je peux vous dire que la France est contre. Mais Obama l'a exprimé clairement à Washington. Vous comprenez? Ils sont contre la modification de la Constitution, surtout pour attribuer des mandats supplémentaires aux dictateurs. C'est fini. Tant qu'il y aura dictature, il n'y aura pas de progrès. Bien. Alors, chers amis, pour vous, c'est ça, non? C'est ça, oui. Pour vous aimer, c'est ça, non? C'est bien ça, oui. Bon, avant d'arriver là, je voudrais, je vais poser la question de savoir pourquoi le PCT et le PRED ont rompu. Mais oui, je vous ai expliqué, hein, c'est les divergences politiques au sein de l'Alliance. Nous avons demandé qu'on fasse le point, parce qu'on n'était pas d'accord, et ils n'ont pas voulu. Alors on a cassé les FDU et nous sommes sortis. Maintenant, quelle est ma fortune? Est-ce que c'est le lieu de parler de ma fortune? Oui, pour la moralisation, qu'on sache avec qui on est. Mais, au moins cela. Votre passif. Cher ami, non, je pense que ce n'est pas le lieu, soyons responsables. Tout le monde au Congo me connaît. Tout le monde sait ce que j'ai fait et ce que je fais. D'accord? Ce n'est pas le moment de dire, et ma maison, j'ai une maison que vous avez évaluée, vous ne savez pas dans quelles conditions je l'ai acquise. Alors ce n'est pas le lieu de venir sur ça. Bien. Mais il faut moraliser la vie politique. Il faut moraliser la vie politique. Nous sommes d'accord avec ça. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez compris, quand j'ai dit qu'il y a l'argent du Congo qu'on ne voit pas. Il y a l'argent du Congo qu'on ne voit pas. Ce n'est pas normal, il faut pas confondre sa poche avec la caisse de l'État. Et pour répondre à partir de ça, ce que les autres ont dit, qu'est-ce que vous proposez au peuple congolais? En 2009, j'ai publié 2 ouvrages. Un opuscule intitulé Le Congo aujourd'hui et demain. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il a été distribué gratuitement. Et de ce petit ouvrage-là, j'ai sorti les 100 propositions pour changer le Congo. Alors ne soyez pas pressés. En ce moment, nous sommes en train de préparer, je reviendrai ici en septembre pour l'imprimer. Hein? C'est le changement du Congo. Ça va sortir, c'est déjà rédigé entièrement, le projet de société pour notre pays. Hein? Que j'ai proposé aux Congolais. Pour changer le cap dans les conditions d'aujourd'hui. Mais la situation n'a pas fondamentalement changé depuis par rapport à 2009. La misère s'est creusée. Ça n'a pas changé notre pays. Donc, la crise au niveau de la santé est la même. Au niveau de l'éducation de la santé, la crise est la même. La corruption peut-être s'est élargie, puisque le pays ne parle que d'Ingiri. Mais vous ne pouvez rien obtenir au Congo si vous ne payez pas. Vous voyez? J'ai dit à mon grand frère Condé Alpha, quand il est venu à Brazza pour la première fois, il est allé visiter une petite ferme avicole sur la route du Nord. Je lui ai dit, mais comment? Tu n'es pas sérieux?
Comment un chef d'État comme toi, tu peux aller visiter Philippe Colco à l'échelle du Congo? C'est pas ça, le modèle que tu dois prendre comme référence. Elle dit, ah bon? Je dis non. Je n'ose même pas aller regarder ça. Parce que c'est de la rigolade. C'est de n'importe quoi. Vous voyez, on ne peut pas, ici, parler de qu'est-ce que vous proposez au Congo. Non, chers amis. Mais la politique, c'est ça. On ne peut pas faire la politique sans proposer. Alors, méritons davantage. Nous apprendrons à mieux nous connaître. Et je crois que nous ferons route ensemble. C'est l'appel que je vous lance. Soyons ensemble pour résoudre le problème du Congo. Les compétences vont s'exprimer. Il y a beaucoup de compétences ici. Je vois beaucoup de cadres ici. J'ai des amis que j'ai laissés ici. Voilà mon compagnon. Il est là, toujours. Docteur. Mais il y a trop de maladies au Congo. Les gens meurent pour n'importe quoi. Mais s'il vient au Congo, il va travailler où? J'ai même dit, tous nos médecins sont déclarés incompétents par la faute de l'État. Vous êtes médecin, vous allez dans une structure hospitalière, vous arrivez là-bas, vous avez des mains nues. Est-ce que vous pouvez être compétent? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'essentiel. Oui, monsieur le ministre, c'est très pertinent, tout à fait, vous avez répondu. Nous allons, alors il faudrait que nous maintenons ce calme républicain. Nous allons ouvrir une deuxième liste des intervenants. Il faut prendre des noms. Tout a été répondu. Matsingo. Matsingo Martial. Gaïno. Non, mais il faut donner son nom. Dans ton nom, les Nyambala. Donc, Jean. Là, c'est moi. Là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là. Oui. C'est ça le truc. De toute façon, il y a trop de monde. Oh, Morel et Divantage. Mbani. C'est Mbani. Morel. C'est toi, c'est Mbani. Ah oui, à Juliette. Non. Bani. Ah oui. Morel. Il ne voit pas. Juste pour l'annonce, s'il vous plaît. Oui. Banakissa. Là, Mwaka. Attendez. Je ne sais pas si c'est monsieur. Mwaka. C'est le dernier, hein. Déjà Sébastien. Mwaka. On a dit non, sauf si par la suite le ministre pourra faire une petite faveur, on pourra pas débattre. Le truc, c'est qu'il faut que les questions soient posées de manière concise. 3 minutes, c'est trop. Donc s'il y a des nominations de connivence, c'est ça pour le monde. Mais oui, il faut être franc. Non, je ne n'aime pas, je dis la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, je dis, vous pouvez. C'est pas bon. C'est tombé. Mais non. C'est pour ça qu'on avance pas. Quand on met en cause, en petit comité comme ça, c'est la patate. Les téléphones sortent. Je rappelle, alors. Pata. P-A-T-A. Pata. Mais vous allez lister les choses. Après. C'est compte tenu du temps, chers amis. Je lis les noms des intervenants. Mathieu Martial, Gaïno, Niambala, Franck Kando et Biou.
Ça c'est quoi? Morel, Bani, Ipois, Fortuné et Mwaka. Juarez Paul. On donne la parole à Mathilde Martial. Toujours 3 minutes.